Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce 4e épisode de The Extra Time. Je suis avec Mathieu aujourd'hui, bonjour Mathieu. Bonjour Thomas, ravi de t'avoir de retour, étant donné que durant le dernier épisode tu n'étais pas là. Et oui, de retour. Malheureusement, Paul-Antoine est à nouveau absent. Oui, ça sera... On vous promet que ce sera une des dernières fois où il y aura vraiment beaucoup d'absences récemment, parce qu'on a eu des examens, etc. On n'a pas un temps 100% dédié à ce podcast, vous vous en doutez bien. Mais très content d'être de retour après une semaine d'absence pour parler donc des fins de saison dans les différentes ligues et oui. Donc de cette Europa League. Et l'actualité est riche, effectivement. On est que tous les deux ce soir, mais on va évidemment réussir à vous donner nos sentiments, nos avis après une saison écoulée dans les différents championnats européens. Et Mathieu, on a du pain sur la planche, comme tu l'as dit. On va peut-être commencer par notre championnat national, par la Ligue 1, évidemment. La Ligue 1. Le dénouement de la Ligue 1, dimanche soir, 21h, le multiplex. Les deux résultats importants, c'est la victoire de Lille à l'extérieur contre Angers, 2-1. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain a battu Brest, mais ça n'a pas suffi. Évidemment, il suffisait d'une victoire aux Lillois pour empocher le titre. 10 ans après leur troisième titre, c'est le 4e en 2021. 2021, voilà le 4e titre pour le LOSC. Mathieu, c'est un sacré événement quand même que le Paris Saint-Germain ne soit pas champion, battu par le LOSC, ce superbe LOSC de Christophe Galtier et mené par ce collectif vraiment agréable à avoir joué cette saison. Effectivement, personnellement, j'ai été assez content de voir un autre club que le Paris Saint-Germain se soulever ce trophée de la Ligue 1. Lille, ils ont déjà été en Ligue des Champions récemment. En début de saison, c'est vrai que je les voyais pas forcément aller jusque là, mais ils ont fait leur preuve et puis c'est totalement mérité. Et oui, les Lillois qui ont pourtant été battus sur le fil à l'hiver, c'est-à-dire que Lyon a été sacré, même si c'est pas vraiment, c'est un titre honorifique, mais champion d'automne ou champion d'hiver, on ne sait plus trop. C'est Lyon qui était devant. Lyon finit à 76 points. Et l'événement aussi, c'est l'échec des Lyonnais dans leur course à la Ligue des Champions. On rappelle que Lyon ne jouait aucune compétition européenne cette année, puisqu'ils avaient, on s'en souvient, fini 7e si je me trompe pas la saison dernière. Oui, ils avaient fait un beau parcours en Ligue des Champions l'année passée, mais effectivement ils avaient les yeux rivés sur la Ligue 1, un match par semaine. On s'est dit c'est quand même l'année ou jamais pour les Lyonnais pour venir titiller le PSG. Ils ont fait plutôt un bon début de saison et puis ensuite ça s'est un petit peu effrité et ils se sont sabordés à Nice sur ce dernier match où ils se sont fait rattraper. Ils ont mené 2 fois au score, ils ont outrageusement mené la première mi-temps et les Niçois sont revenus. Mathieu, c'est quand même incroyable pour Lyon de finir 4e et de ne pas se qualifier l'année prochaine pour la Ligue des Champions, du moins pour les barrages. Oui. C'est un vrai événement quand même. Après, tu sais Thomas, la Ligue 1, on dit souvent internationalement que parmi les 5 grosses ligues européennes, c'est la plus petite ligue entre guillemets parce qu'il n'y a que 1 ou 2 gros clubs. Mais récemment, ce stéréotype a de plus en plus disparu et ça se voit cette année avec ce gros rapprochement de points entre les 4 premiers du classement, entre Lille et Lyon. Mais personnellement, moi, une grosse déception que j'ai eue cette année en Ligue 1, c'était pour le Stade Rennais. Oui. J'aurais aimé qu'il décroche cette qualification pour la C3. Ils sont finis 2 ils sont en C3. Ils sont en C3. Du coup, maintenant, la C2, c'est l'Europa League et la C3, ils y sont puisqu'ils sont qualifiés pour la Conference League quand même. La C3, c'est toujours la Ligue Europa. Ah oui? Je sais pas quel nom on donne. Il me semble que la C2, c'était je crois qu'ils avaient justement renommé tout ça et que la C3 maintenant c'était la Conference League. Non, alors je sais pas. Ça devient de plus en plus compliqué. Oui. Toujours est-il qu'ils auront quand même une compétition à jouer l'année prochaine, les Rennais. L'européenne, oui. Ils sont quand même à leur place parce que quand on regarde les équipes qu'il y a devant, on a tout à l'heure, j'ai parlé de l'échec des Lyonnais. Cet échec, il est aussi dû à la deuxième partie, mais canon de Monaco qui avait des rythmes de champion sur cette deuxième partie de saison. Ils ont fini 3e. C'est eux qui sont barragistes, donc ils finissent à 78 points, 2 points devant Monaco, malgré leur match nul contre Lens durant la dernière journée. Les Rennais, ils étaient justement au coude à coude avec les Lensois
Lensois qui ont fait une saison absolument incroyable pour des promus. Je crois qu'ils sont peut-être les meilleurs promus d'Europe, si je dis pas de bêtises, les Lensois cette saison quand on regarde les différents championnats. Et puis un mot aussi sur l'OM qui se qualifie en Europa League en finissant 5e. Juste ce chiffre-là qui moi me choque quand j'ai regardé le classement lundi matin au réveil. Marseille est à 60 points et le 4e donc Lyon. Les deux équipes sont qualifiées pour la même compétition. Il y a 16 points d'écart. 16 points d'écart entre Lyon et Marseille. C'est édifiant quand même. Et là, il y a vraiment un championnat à deux vitesses, quoi. On voit quand même la domination des quatre premiers du classement. Enfin, Marseille n'a clairement pas été à la hauteur. On le voit déjà avec leur parcours en Ligue des Champions qui a été absolument catastrophique. Et puis, en Ligue 1, ils ont su avoir quelques bons résultats, mais ils ont su gagner les matchs qu'il fallait pour s'assurer la 5e place, mais il y avait rien de trop, hein. Ils finissent avec 2 points d'avance seulement sur Rennes, 3 points d'avance sur le 7e qui ne joue pas de qui ne joue pas de compétition européenne. Donc pour les Marseillais, ça s'est quand même pas joué à grand chose, hein. Une frustration qui ne fait que grandir chez les supporters de l'OM depuis plusieurs années. Et un mot quand même sur le bas de classement, les deux équipes reléguées, ce sera Dijon et Nîmes en Ligue 2 la saison prochaine, et le barrage à venir cette semaine, c'est jeudi soir entre Nantes et Toulouse. Les Nantais qui ont vécu une saison vraiment difficile, ils vont finir barragistes, donc les joueurs de Nantes, et Brest, Lorient, Strasbourg à 41, 42 points, c'était très très serré hein, quand même en bas de tableau en Ligue 1. Brest et Lorient se sauvent à la dernière journée, Strasbourg également, même s'ils avaient un petit peu de répit. C'est surtout les Lorientais hein, qui ont fait une belle opération en repassant 16e. Donc voilà, effectivement une saison de Ligue 1 riche en émotions et une ambiance dans Lille pour rien vous cacher. Voilà, moi j'habite à Lille je fais mes études à Lille, j'habite à Lille et vraiment il y avait une ferveur dans les rues, c'était magique vraiment. Les supporters lillois étaient vraiment heureux de ce titre 10 ans après, donc le dernier. Et si je ne me trompe pas, c'est le premier titre de Ligue 1 qui échappe à Kylian Mbappé, étant donné que première fois où il avait réellement joué une saison entière de Ligue 1, c'était lorsque Monaco a été sacré champion, et puis ensuite lorsqu'il est parti à Paris, il a enchaîné les titres jusqu'à cette année. Et pour être tout à fait complet, c'est les Troyens et les Clermontois qu'on retrouvera la saison prochaine en Ligue 1. Sacré exploit quand même de l'équipe de Clermont qui va se hisser en Ligue 1 la saison prochaine, et les Stack 3 qu'on a l'habitude de voir souvent faire le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2 que l'on va retrouver la saison prochaine. Peut-être un mot, moi, qui m'a un peu dérangé, c'est l'équipe de la saison qui a été divulguée par la Ligue, où on a finalement que 2 Lillois de mémoire, Reynildo et Benjamin André. On voit Neymar dans cette équipe type. J'ai été sacrément choqué quand même de voir Neymar dans l'équipe de la saison de Ligue 1. Je crois que on n'est pas loin de la blague de Bozo le clown hein, au président de la Ligue quand même, parce que il faut pas déconner. Il a joué à peine la moitié de la saison, et quand je vois que Burak Yilmaz fait pas partie de cette équipe, je me dis effectivement les dirigeants, ou en tout cas ceux qui gèrent les nominations, ont dû regarder tous les championnats d'Europe, mais pas la Ligue 1 cette année. Hein, c'est pas possible. C'est clair. Et puis, on parlera plus des rumeurs de transfert, etc. Lorsqu'il s'en viendra et que les fenêtres de transfert ouvriront. Mais est-ce que tu penses qu'un départ de Mike Maignan à l'AC Milan pourra affecter Lille l'année prochaine pour la course au titre? En toute honnêteté, c'est pas que le départ de Mike Maignan qui pourrait affecter Lille l'année prochaine. On a appris aujourd'hui que Christophe Galtier, qui a d'ailleurs été nommé entraîneur de la saison en Ligue 1, va partir, sûrement à Nice, peut-être ailleurs, mais en tout cas, il a acté son départ. C'est là la plus grosse perte que pour le LOSC, bien plus que n'importe quel joueur. Burak Yilmaz, il a 34 ans. On ne sait pas si cette saison était un épiphénomène ou s'il va pouvoir continuer à ce niveau-là. Mike Maignan, tu me poses la question, Mathieu. C'était couru d'avance. Il avait déjà entamé les négociations depuis un moment avec l'AC Milan. Oui, ça va être une perte pour Lille, mais c'est ce modèle lillois aussi qui malheureusement est regrettable, parce que c'est un modèle qui repose sur l'achat et la revente de joueurs, sur la formation et je dirais le pari sur certains joueurs qui
qui cette saison a réussi, mais que va donner la saison de Lille l'année prochaine, personne le sait. Il n'y a pas beaucoup de garanties, et c'est là aussi le problème de la Ligue 1, c'est que notre représentant l'année prochaine, bien que j'adore cette équipe de Lille, ne sera peut-être pas fiable parce que le champion en titre finalement va peut-être être dépecé cet été. On va voir ce qui va se passer, mais il y a de quoi être inquiet en tout cas pour Lille, et c'est malheureux que au lendemain d'une célébration d'un titre, on se pose déjà la question de la saison prochaine et de savoir si Lille va être capable d'enchaîner une saison pareille. En tout cas, c'est difficilement imaginable vu les pertes de joueurs et la perte bien sûr grandiose de l'entraîneur Christophe Galtier qui pour moi le principal artisan de cette victoire et du titre des Lillois cette année. Très bien. Bon bah Je pense qu'on a fait le tour, oui, on a fait le tour sur la Ligue 1. Moi, tu veux rajouter quelque chose, mais je trouve qu'on a fait le tour, même si on n'est pas exhaustif bien sûr, mais on a beaucoup d'autres actualités à traiter. On va maintenant passer donc à entre guillemets la plus grande ligue européenne, la première ligue, qui a eu une dernière journée très 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 mouvementée, notamment au niveau des qualifications pour les compétitions européennes. Leicester City qui loupe encore une fois pour la deuxième année de suite lors de la toute dernière journée sa qualification en Ligue des Champions. C'était triste. Personnellement, j'étais triste de voir cette qualification s'échapper de Leicester, mais d'un autre côté, étant supporter de Chelsea, forcément, cette défaite face à Tottenham lors de la dernière journée a été très 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 bonne pour Chelsea, étant donné qu'ils ont ils ont eu un très très mauvais résultat. Ils ont perdu 2-1 face à Aston Villa. Aston Villa qui a très bien joué, Chelsea qui n'a pas démérité pendant ce match, mais qui n'a juste pas su conclure les différentes occasions. Et puis une grosse frustration de la part des joueurs qui n'a fait qu'augmenter tout le long du match. On le voit notamment lors du carton rouge qui a été donné au capitaine César Azpilicueta pour une faute effectuée sur Jack Grealish, une claque au visage apparemment. Manchester City, champion d'Angleterre, c'est pas une surprise, on le sait déjà depuis plusieurs semaines. Ils finissent la saison à 12 points de Manchester United, qui était assez confortablement qualifié en Ligue des Champions. Cette grosse course à la qualification se jouait notamment entre Liverpool, Chelsea et Leicester City. J'ai été surpris de voir Liverpool se ressaisir tel qu'ils l'ont fait. Je sais pas ce que t'en penses toi Thomas, mais écoute, il y a de quoi être perplexe sur la saison de Liverpool, mais aussi je dirais impressionné quand même par ce retour, parce que on va pas se le cacher, en décembre janvier on était tous en train de dire que Liverpool allait peut-être même pas se qualifier en Europa League. Ils finissent troisième, Ils finissent même devant Chelsea qui a réussi à tenir un rythme impressionnant cette saison en Première Ligue. Ils finissent seulement à 5 points de Manchester United qui a réalisé une très belle saison. Donc finalement Liverpool a vraiment fait un comeback incroyable. Et tu me parlais de Leicester tout à l'heure. Finalement, quand on regarde les 4 équipes qui ont fini en tête de la Première Ligue cette saison, on voit que c'est quand même les 4 équipes qui méritent d'être en Ligue des Champions l'année prochaine et qu'il n'y a pas vraiment de surprise. C'est vrai que Leicester aurait pu y aller, même West Ham est qu'à 2 points finalement, mais on a les deux équipes de Manchester, Liverpool et Chelsea. Il y a une forme de logique aussi. Pour moi, c'est les 4 meilleures équipes anglaises de façon assez claire. Oui. Tu parlais donc de West Ham, la grosse surprise de l'année. Personnellement, je m'attendais à les voir dans une course à la relégation en Championship. Franchement, je les voyais finir 16e, 17e, échapper à la relégation dans les dernières journées. Mais non, ils ont effectué une grosse surprise, avec notamment le joueur qui nous a tous surpris, c'était évidemment Jesse Lingard, qui a remporté plusieurs prix et tout à fait méritant. Une saison à oublier, je dirais que c'est celle de Wolverhampton, probablement, qui durant les dernières saisons se sont prouvés à être le club qui arrivait à tenir tête au Big Six entre guillemets. Alors c'était la belle histoire, la belle histoire à chaque fois Wolverhampton, on les voyait, et puis c'était agréable à voir jouer, hein, on prenait du plaisir à regarder les matchs. En plus, ils ont appris le départ de Nuno Espírito Santo, l'entraîneur portugais, qui va donc quitter le club. Donc ça sera une énorme perte, étant donné qu'il avait construit une très belle équipe de Wolverhampton. Beaucoup de gens seront peut-être surpris au fait que je dise que
la saison à oublier n'était pas celle d'Arsenal, bah non, parce que Oui, je pensais que Arsenal, tu allais dire non, Arsenal d'ailleurs, hein. Quand tu as commencé ta phrase, je me suis dit, il va me parler d'Arsenal. bah, je pensais qu'ils allaient faire pire. Franchement, quand on voyait comment ils étaient partis en début de saison, je m'attendais à ce qu'ils finissent 10e. Moi, personnellement, quand on voyait dans les premières journées que Everton était dans le top 4, ils faisaient de très bons résultats. James Rodriguez, qui était toujours, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait. À la fin de la saison, il y a plus rien, on n'entend plus parler de lui. Il a complètement disparu. Everton a complètement raté sa saison, mais à Arsenal, ils ont réussi à se ressaisir dans les dernières journées. Ils ont fait 5 victoires d'affilée dans les dernières journées. Ils n'ont pas perdu une seule fois. Ils ont même battu Chelsea, hein, qui, durant les 2 matchs cette saison, ils ont battu 3-2 ou 3-1, si je me souviens bien, au mois de novembre. Et ils les ont battus 1-0 sur une grosse erreur de Jorginho. Ouais. Dure saison pour Dans- Chelsea contre les Gunners, hein. c'est clair. Face à des gros rivaux en plus. Et oui, Mais et quand même, Mathieu, on peut pas faire le tour de la première ligue sans parler de la saison de Leeds, quand même. Leeds United, bah, franchement, il y avait la catégorie des personnes qui pensaient qu'ils allaient finir 15e, que c'était un retour normal pour une équipe de championship qui revient. Mais il y avait les gens qui pensaient, tout comme moi, qu'ils allaient finir dans le top 10. Personnellement, j'avais prédit, il me semble, qu'ils finiraient 8e ou 9e. Ils ont fini 9e. Ils ont effectué une très bonne saison. Marcelo Bielsa, qui était concurrent pour le titre d'entraîneur de l'année, qui a finalement été remporté par Pep Guardiola sans grosse surprise. Euh, Également Aston Villa, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit relégué après la saison 2019-2020 où ils ont fini 17e, ils étaient au bord de la relégation. Ils ont réussi à tenir le coup, ils ont fini 11e, ils ont effectué une très bonne saison. Euh, En revanche, une équipe où franchement en début de saison, Thomas, tu me disais Sheffield finit en bas du classement et égalise le record du nombre de défaites en une saison de première ligue, je te disais, mais c'est pas possible. Ils ont effectué une très belle saison l'année dernière C'est vrai. C'est vrai que c'est pour des décevant, quand même. revenants en Ouais. première ligue. C'est extrêmement décevant pour les Blades, qui vont donc rejoindre Sheffield Wednesday pour un derby de Sheffield en Ouais. Championship. Et Ouais. donc, en parlant de Championship, 2 clubs qui étaient en première ligue l'année dernière, à savoir Norwich et Watford, Pas de reviennent grosse surprise, en hein, quand première même, ligue. au niveau des promotions, Non, là. On va pas voir des non. nouvelles têtes. Comme cette année, Oui, une grosse cette surprise. année, on avait eu plus de surprises. Là, on retrouve des clubs un peu plus connus, Watford notamment. Une grosse surprise, c'est Swansea qui se retrouve dans la finale Ouais. des barrages Finissent pour quatrième, ouais. la. Oui, ils finissent 4e, donc ils sont en finale contre Brentford pour une qualification. Ils n'ont pas été en première ligue depuis extrêmement longtemps, et moi j'aimerais bien les revoir parce que je me souviens que à chaque fois Chelsea avait du mal à jouer contre eux. Je me souviens notamment de ce doublé de Llorente qui nous avait fait très mal il y a quelques années de cela. Donc c'est tout pour la première ligue. Hein. On a Ouais, donc ouais, ouais. Donc, Manchester, écoute, les Chelsea en Ligue des Champions, etc. on a fait le tour. C'est vrai. Donc, on le rappelle, 4 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea. En Europa League, Leicester City et West Ham. Et enfin, en Europa Conference League, c'est Tottenham qui a arraché sa qualification à 1 point pour Arsenal, 62 points pour pour Tottenham et 61 pour les Gunners. Mathieu, on va faire un trajet. On va faire Londres-Madrid, ou on peut faire aussi Manchester-Barcelone. En tout cas, on arrive en Espagne. En Madrid, plutôt. Exactement. En tout cas, la Liga qui a rendu son verdict, et on a tous retenu notre souffle parce que ça s'est joué là aussi à la dernière journée, un peu comme en Ligue 1. On se Ça demandait, faisait et le longtemps. scénario, il est un peu le même qu'en Ligue 1, une équipe qui a confirmé sa victoire finalement. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. La dernière journée de Liga était absolument exceptionnelle. Quand on voit à la fois l'Atlético et le Real qui finissent, ils étaient en train de perdre leur match respectif. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si serré. Luis Suarez qui vient libérer l'Atlético Madrid pour leur offrir le titre, c'était absolument magnifique. On le voyait notamment en larmes à la fin du match. C'était, je dois dire que c'était beau parce que je suis pas un grand fan du Barça, et voir comment ils l'ont traité l'année dernière, c'était assez dégueulasse pour le dire. Je suis désolé, c'est pas une manière de traiter un joueur qui a autant donné pour ce club. Et puis bah il a eu sa revanche, on va dire. Hein. Il a eu sa revanche, il a remporté le titre avec l'Atlético et c'était bien mérité. Le Real qui a également fait
une remontada face à Villarreal, dont on parlera un peu plus tard. On parlera de cette finale de Ligue Oui, Europa. Maintenant, la grosse déception de cette saison de Liga, c'est Valence. Mais et qu'est-ce oui. qui s'est passé Valence à qui Valence? finit dans le ventre mou complet du championnat, oui. C'était absolument honteux. Ils étaient en Ligue Europa ou en Ligue des Champions cette saison. J'ai pas envie de te dire de bêtises, donc je vais faire mes recherches, mais en tout cas, Ils n'étaient même pas qualifiés. Je me souviens plus. En tout cas, Valence continue à régresser d'année en année. Euh, Séville également était dans cette course au titre. On avait un ouais. gros écart, plus gros, non, un point plus petit que celui entre le quatrième et le cinquième de Ligue 1, à savoir 15 points entre Séville et Real Sociedad, qui avait fait un début de saison assez bon, mais au final, on a eu cette course entre les quatre gros. Le Barça, qui a été très décevant durant les dernières journées, qui n'a pas su tenir le suspense jusqu'à la dernière journée avec cette grosse défaite face à Celta Vigo dans la 37e journée de Liga. Les clubs relégués sont Huesca, Valladolid et Eibar. Donc, Et oui, et quand même, moi j'ai bien aimé pour rien te cacher la saison de la Real Sociedad. Voilà, moi je trouve que c'est un club qui oui, progresse d'année en année, qui a une vraie identité. Je trouve qu'il y a une ADN dans ce club. J'aime beaucoup disons le jeu qui se dégage de cette équipe. Il y a vraiment un collectif qui est appréciable. Sans te mentir, j'aime beaucoup cette équipe. Voilà, il y a pas, il y a quelques individualités, c'est vrai, mais je trouve voilà c'est le collectif qui prime et c'est une équipe voilà très sympa, très agréable et je suis bien content qu'ils aient pu se qualifier en Europa League et puis évidemment alors je partage pas forcément ton constat sur Suarez sur la manière dont il a été entre guillemets viré du Barça, etc. Oui, il y a des manières peut-être plus ou moins dignes de se séparer d'un joueur. Maintenant, tous ceux qui donnent des leçons au Barça en disant voilà, vous auriez dû garder Suarez, etc. Ça, je suis moins fan parce que c'était quand même visible que Suarez était en fin de cycle avec le Barça, qu'il avait donné un petit peu tout ce qu'il avait à donner à cette équipe, qu'il a tout gagné. Il faut pas l'oublier quand même avec cette équipe. Il a fait partie d'un des trios, je dirais, qui a marqué l'histoire du foot avec Neymar et Messi. Il avait fini son cycle au Barça, il est parti à l'Atlético pour un nouveau défi. Il aurait pu partir aux États-Unis, en Chine, au Qatar. Non, il est parti à l'Atlético Madrid. Voilà, certains y voient une trahison, d'autres y voient un peu de panache. Moi, j'y vois plus du panache et je suis content pour lui et basta. Je me dis pas regardez le Barça, c'est salaud. Non, voilà, c'était la fin d'un cycle et moi ça prouve simplement une chose, c'est que Suarez est un joueur extraordinaire. C'est vraiment un joueur vraiment de classe vraiment mondiale et il a marqué le foot espagnol encore plus avec sa saison de l'Atlético. Donc voilà, chapeau à lui, franchement bravo. je vais juste clarifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que tu n'as pas très bien compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le Barça aurait dû le garder, mais plutôt dans sa manière de foutre à la porte, quoi, entre guillemets, de se débarrasser, entre guillemets, de lui. Euh, je ne disais pas il a eu sa revanche envers le Barça d'une manière négative. Je dis ça plutôt d'une manière de dire que oui, je suis encore présent, j'ai encore le potentiel d'offrir un championnat espagnol à un club et je l'ai fait pour l'Atlético. Euh, Évidemment, il y a pas d'animosité, je n'y vois aucune animosité, mais voilà, moi j'ai trouvé ça beau. Très bien. Bah Donc écoute, on a fait le tour sur la Liga aussi, je sur pense. la Liga, oui. Encore une autre ligue qui a eu un champion différent de celui de l'année dernière. On va passer à une autre ligue qui a un champion qui n'a pas été sacré champion depuis très longtemps. C'est la Serie A. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Thomas? Et oui. Des Oui, grosses surprises. l'Inter champion avec 91 points. On voit là que l'Inter a performé vraiment. Il y avait une équipe au-dessus des autres cette saison. C'est rien de le dire. L'Inter, voilà, mené par un duo d'attaque de folie, Martinez, Lukaku, qui a vraiment fait trembler les filets de la Serie A du mois d'août au mois de mai. Ils ont été impressionnants tous les deux, mais c'est un collectif aussi. On a vu Brozovic cette saison qui a joué le chef d'orchestre d'une façon exceptionnelle. Une défense de fer, hein, Skriniar et De Vrij qui sont évidemment deux
joueurs sensationnels. Andanovic dans les buts, voilà, c'est toute une équipe qui est venue remporter la Serie A, faire gagner l'Inter pour la première fois depuis le titre, le triplé de 2010. Donc voilà, c'est un moment historique pour l'Inter et pour Milan, puisque les deux équipes de Milan finissent à la première et à la deuxième place, puisque l'AC Milan s'est assuré la deuxième position, le poste de dauphin, avec panache, parce qu'ils ont été battre l'Atalanta Bergame à Bergame pendant cette dernière journée du championnat. Ce match avait son importance parce que si l'Atalanta avait battu l'AC Milan, l'AC Milan se serait retrouvé en Europa League. Donc il y avait aussi ça. L'Atalanta était assuré d'être en Ligue des Champions. Donc ils avaient peut-être un petit peu moins à jouer. L'AC Milan, ils sont allés pour gagner, et les Milanais ont rempli leur contrat. Ils ont mis la pression à la Juve, et parce qu'ils ont gagné leur match. Rappelons-nous que Milan a battu la Juve 3-0 très récemment, donc ils avaient aussi marqué un grand coup, ne serait-ce que pour la confiance, pour la Ligue des Champions. Et puis il y a eu le match dont tout le monde parle, ou les deux matchs dont tout le monde parle, évidemment en Italie, parce que ça a fait bien plus parler que le titre de l'Inter, en tout cas ce week-end, parce que le titre de l'Inter était acquis il y a déjà 2 semaines et demie, donc c'était fait. Là, c'était la lutte pour la Ligue des Champions. On n'a pas un championnat où c'est peut-être plus serré. Vraiment, il y avait donc Naples qui recevait l'Hellas Vérone et la Juve qui s'est déplacée à Bologne. On a vu peut-être les supporters de la Juve ont vu enfin un match où ils ont pu souffler. La Juve a récité son football, et c'est peut-être une première cette saison. Il a fallu attendre la 38e journée. Merci Pirlo pour avoir un match où on a pu être tranquille. 4-0. Pardon? Sans Cristiano Ronaldo, il y avait 4-0. Alors Bologne a marqué un but en fin de match, mais vraiment un match totalement maîtrisé. La Juve a fait sa partie de travail, et je dirais c'est quand même la moindre des choses vu la saison de la Juve en championnat, et ses défaites et matchs nuls contre des équipes de milieu de classement. Et il y avait Naples qui n'avait qu'une chose. C'était de gagner contre l'Hellas Vérone pour assurer sa qualification en Ligue des Champions. Et tenez-vous, l'Hellas Vérone était 10e du championnat, donc la 10e place n'est qualificative pour rien. Ils n'étaient pas en menace pour la relégation, donc l'Hellas Vérone n'avait rien à jouer. Et Naples a même ouvert le score, il menait 1-0, et il y avait de la nervosité dès le début du match côté napolitain. C'était rare aussi de voir Lorenzo Insigne sortir comme ça de sa rencontre. Il n'a pas été au rendez-vous, celui qui a porté Naples pendant ces 38 journées. Et puis l'Hellas Vérone a joué crânement sa chance. Ils se sont amusés, les hommes d'Ivan Juric, et ils ont fini par égaliser sans que Naples ne puisse revenir. Et cataclysme à Naples, puisque avec ce match nul, revenu des morts, revenu du cimetière, l'équipe de la Juve se qualifie pour la Ligue des Champions. Même en le disant, j'y crois pas, vu la saison. Mais c'est fait, la Juve finit 4e à 1 point de Naples. 77 points pour les Napolitains, 78 pour la Juve, 78 pour l'Atalanta, 79 pour l'AC Milan. Je vous mentais pas quand je vous disais que c'était serré. Voilà, Mathieu, le dénouement de cette dernière journée. Les Napolitains se sont suicidés pour cette dernière journée. C'est vraiment incroyable. C'est l'exemple parfait ils ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Là, c'est oui, vraiment le cas de bien sûr. Ils doivent s'en mordre les doigts actuellement. Et on a entendu une petite musique aussi en Italie chez certains journalistes et autres commentateurs qui était vraiment déplorable. On sait que la Juve est un club qui a sa part de détracteurs, et c'est bien, c'est le football, c'est la vie du foot, et c'est comme ça. En France, il y a la même chose avec différentes équipes. Il y a des chaînes qui sont plus pro Juve et d'autres qui sont plus pro Inter. On le sait, en Italie, c'est souvent comme ça. Mais Mathieu, je vais te dire, on a quasiment en conférence de presse, et certains journalistes en plateau ont presque reproché à l'Hellas Vérone d'avoir joué leur chance, ont presque reproché à l'Hellas Vérone d'avoir joué à fond par rapport à leur niveau de jeu sur les derniers matchs, parce que l'Hellas Vérone était un peu un arbitre, parce qu'ils ont affronté beaucoup d'équipes du top 4 ces dernières journées. Effectivement, l'Hellas Vérone n'avait pas eu des résultats concluants contre les autres équipes, mais il s'avère qu'ils ont bien joué contre Naples pendant la dernière journée. Et alors, tous les complotistes sont venus nous parler d'une grande orchestration encore de la Juve. Je trouve que c'était encore une fois très très bas.
On reproche à Hellas Vérone d'avoir joué son match. Moi, je pense que le principal reproche qu'il faut donner, c'est aux joueurs de Naples qui ont été indignes et qui se sont suicidés lamentablement en n'étant pas capables de battre une équipe qui n'avait absolument rien à jouer. Donc voilà, les fautifs sont bien les Napolitains et certainement pas les joueurs de Hellas Vérone qui ont joué leur dernier match. Ils ont fait le job, quoi. Enfin, ils ont fait leur match, voilà, ils ont fait leur match, ils ont rien demandé à personne. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et puis pour être complet sur les places européennes, la Lazio se hisse à la 6e place et se qualifie pour l'Europa League, donc avec Naples, et l'AS Rome a arraché sa place en Europa Conference League. C'était chaud avec Sassuolo. Ils finissent à égalité de points, mais en Italie, c'est pas la différence de but générale qui compte, c'est les rencontres directes. Effectivement, l'AS Rome a été meilleur contre Sassuolo cette saison. Dommage pour l'équipe de De Zerbi, parce que c'est vrai que Sassuolo, c'était quand même la belle histoire de cette saison. La Roma qui se console maigrement, je dirais, avec cette 7e place. J'ai hâte de voir ce que José Mourinho va faire de l'AS Rome l'année prochaine. C'est vrai. C'est à suivre. Et un mot d'actualité quand même en Serie A, puisque je parlais de Naples. Gattuso a officiellement signé à la Fiorentina. Voilà, donc il sera l'entraîneur de la Fiorentina la saison prochaine. La Fio qui a fini 13e du championnat en se sauvant un peu avant l'avant-dernière journée. Donc une saison pénible, mais au final ils se sont sauvés pas tranquillement, mais avec un peu d'avance et avec un bel entraîneur pour la saison prochaine. Il y a de quoi construire quelque chose autour de cette équipe de la Viola. Et un autre entraîneur qui quitte son club, c'est Hansi Flick, qui vient offrir un nouveau titre au Bayern de Munich en Bundesliga. Il va officiellement être entraîneur de l'équipe nationale allemande après l'Euro. Joachim Löw quittera cette équipe nationale où il aura remporté une Coupe du Monde en 2014, ainsi que non, pas d'Euro, pardon. J'allais dire un Euro. Mais... Pas d'Euro pour Joachim Löw. Donc le Bayern qui finit premier de la Bundesliga sans grosse surprise. Le Dortmund qui a su se ressaisir dans les dernières journées, 5 victoires dans les 5 dernières journées pour se qualifier en Ligue des Champions avec Leipzig et Wolfsburg. Également Lewandowski qui a battu le record de Gerd Müller du nombre de buts inscrits en une saison de Bundesliga. Donc il inscrit à nouveau son nom dans l'histoire de la Bundesliga. Alors Thomas, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter déjà premièrement sur la Bundesliga? Écoute, non, sur la Bundesliga, non, je constate le classement, mais sans plus, sans plus. Juste un petit mot, je suis portugais, donc je suis quand même la Liga NOS, a une grosse saison pour Sporting qui a remporté son premier titre depuis extrêmement longtemps. Ça faisait longtemps que ce n'était ni Porto ni Benfica qui remportaient un titre de Liga NOS. Donc on remarque quand même que cette saison, je ne sais pas si c'est dû au coronavirus ou quelque chose comme ça, il y a eu un gros changement. On constate que chaque grosse ligue européenne a eu un nouveau champion cette année. Il n'y a pas un seul champion, à part le Bayern évidemment. Il n'y a pas un seul champion qui a su maintenir son. C'est vrai que c'est une info vraiment qui je dirais qui donne aussi raison au championnat. On avait parlé dans ce podcast de la Super League, de tout ce qu'il y avait autour des coupes d'Europe qui évidemment sont plébiscitées, mais voilà, je rappelle que on regarde la Ligue des Champions parce que elle nous offre une grande confrontation entre les meilleures équipes qui se battent chaque semaine dans leurs championnats respectifs, que la Ligue des Champions est prisée pour sa rareté et que finalement les championnats nationaux nous rappellent qu'ils sont capables aussi de nous tenir en haleine. Parlons aux Lillois, parlons aux supporters de la Juve et qui ont attendu à la dernière seconde la qualification en Ligue des Champions. Parlons, je sais pas moi, aux supporters de l'Atlético Madrid qui ont eu leur titre aussi à la dernière journée, aux supporters de Liverpool qui ont vécu une saison pourrie de septembre à janvier-février, qui ont vécu presque un idylle après. Donc voilà, vraiment se rappeler que cette saison, c'est la revanche des championnats nationaux. Vraiment, ils sont intéressants. C'est le vrai moteur du foot, c'est les championnats nationaux. Gardons les championnats nationaux parce que c'est vraiment eux qui nous construisent chaque semaine le football européen et c'est eux qui nous amènent ensuite les équipes en Ligue des Champions. En parlant de championnat européen, il ne nous reste plus que 2 matchs pour finir cette saison au niveau du football de club.
On a les deux finales européennes, la Ligue Europa, qui se déroulera demain à l'heure où on tourne, où on enregistre cet épisode. Ce soir, si vous écoutez ça le 26 mai, ou sinon c'est déjà passé, vous pourrez donc écouter quelles étaient nos prédictions et savoir si nous avions raison ou non. Le Villarreal, un nouveau retour de Unai Emery en finale de Eh oui. Ligue Europa. On devrait appeler ça la Ligue Unai Emery, hein. C'est pas possible à ce niveau-là. Effectivement, on entendra donc le bout des billings de Unai Emery demain soir, juste avant le coup d'envoi de Villarreal Manchester United à 21h. J'ai vraiment hâte pour ce match, franchement. Je sais que samedi, il y a la Ligue des Champions. On enregistrera un épisode avant cette Ligue des Champions pour faire une preview, mais aujourd'hui, on se consacre un peu à la Ligue Europa. Thomas, est-ce que tu penses que le Villarreal a une chance face à Manchester United? Parce que l'avis global des gens, c'est que Manchester United a, entre guillemets, déjà remporté ce titre. C'est vrai que les cotes, les commentaires, les analyses donnent Manchester United grand gagnant de cette finale d'Europa League. C'est difficile d'envisager les choses autrement. Les Mancuniens ont fait vraiment une belle saison et c'est un plaisir de les revoir à ce niveau. Mais voilà, en championnat d'Espagne, cette équipe de Villarreal a montré qu'elle avait aussi des choses à faire valoir. Elle a fini septième à 3 points de la qualification en Europa League. Donc voilà, ils ont loupé le coche peut-être avec cette septième place, même si l'année prochaine ils joueront une compétition européenne, quoi qu'il arrive en finale de la Ligue Europa. Mais j'ai du mal à les voir embêter Manchester United. Je trouve que cette équipe toute cette saison a dégagé une sorte de tranquillité. Personnifié par Ole Gunnar Solskjaer, qui je trouve apporte un calme, une sérénité à cette équipe et qui je pense va être tranchante en finale et va venir à bout en 90 minutes sur un score fleuve de 2-0 contre Villarreal. Voilà. Alors un avis très précis de ta part. On peut s'attendre à n'importe quoi, hein. C'est une compétition UEFA. On a de nombreuses surprises chaque année. L'année dernière, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendaient à voir Séville battre l'Inter. Et si. Pourtant, c'est arrivé. Donc, je sais pas. J'aimerais bien voir la Real soulever ce trophée, avoir Unai Emery qui remporte la Ligue Europa avec un nouveau club. Mais je sais pas. Je pense qu'ils vont avoir du mal. Je pense que ça va aller en temps additionnel. Un partout après 90 minutes et puis Manchester United qui sur un penalty évidemment de Bruno Fernandes marque le but du 2-1 dans la deuxième mi-temps du temps additionnel pour offrir ce titre de Ligue Europa aux Mancuniens. Ça me fait pas plaisir de dire ça étant supporter de Chelsea, je le répète, hein, il y a des grosses rivalités en Angleterre, mais voilà, faut être honnête. On pense tous les deux que Manchester United va le remporter. On a des avis un peu différents au niveau des scores, mais globalement c'est la même chose. Mais je serai là pour soutenir le Villarreal demain. Ouais. De tout cœur de rien. Bah écoute, bon courage. Moi, je t'avoue que ça me ferait plaisir de voir Manchester United remporter ce trophée parce que on n'a pas eu l'occasion beaucoup d'en parler. On aura sûrement peut-être l'opportunité de le faire dans d'autres épisodes, mais voilà, peut-être une analyse de nos entraîneurs favoris. Et j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour ce que fait Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, moi je trouve que c'est un entraîneur discret, mais qui apporte une vraie sérénité à ses équipes. Le plan tactique, certains le critiquent à tort, ils disent qu'il y a rien de concret, il envoie ses joueurs, c'est faux. On finit pas deuxième de première ligue en n'ayant pas de plan tactique. Moi, je trouve au contraire que il arrive à organiser une équipe qui, pour moi, sur le papier, c'est une bonne équipe, mais qui est plus faible que certaines équipes qui sont derrière en première ligue cette saison. Liverpool, Chelsea, Tottenham, pour moi, ont des meilleurs effectifs que Manchester United, sincèrement. Et je trouve qu'il fait quelque chose de très bien avec ce collectif. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le voir soulever ce trophée, parce que ce serait vraiment mérité pour l'entraîneur de Manchester United. Voilà. Un petit mot de Paul-Antoine. Je sais que s'il avait été là, il aurait soutenu le Villarreal jusqu'au bout, depuis le début de la saison. Il adore Unai Emery, hein, de le savoir. C'est un gros fan de Unai Emery, Paul-Antoine. Il m'a souvent dit qu'il aurait aimé voir Unai Emery entraîner Chelsea. Lui, je suis sûr qu'il sera à 100% derrière le Villarreal parce que
il adore vraiment Unai Emery. Donc voilà. Ça m'étonne pas. Et on n'est jamais d'accord avec Paul-Antoine sur les finales de l'Europa League. Il était derrière l'Inter l'année dernière et j'avais triomphé avec Séville. Et bon, voilà. C'est bien, c'est la diversité des points de vue, c'est important. Exactement. Bah écoute Mathieu, on a peut-être fait le tour pour cet épisode du podcast, le 4e. Non, je me trompe, on a fait le tour. Le 4e, oui, effectivement. Oui, on a fait le tour. Et bah écoute, on va pouvoir lancer la petite musique de fin pour dire au revoir à nos auditeurs. Mathieu, je te laisse conclure. En espérant vous retrouver donc en fin de semaine, en espérant qu'il y ait Paul-Antoine, surtout, je sais pas s'il pourra être disponible, mais on prie tout lourd. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à allumer les notifications si vous êtes sur YouTube et à nous suivre sur vos plateformes de podcast, à savoir Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et puis, un gros match demain et puis encore un plus gros match samedi. On va tout couvrir. Ensuite, on aura l'Euro, les différentes équipes qui sont en train d'être dévoilées pour l'Euro. On va couvrir tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous suivre jusqu'au bout. On sera là pour vous rapporter les news et vous donner nos avis sur l'actualité footballistique dans le monde du coup, étant donné qu'on aura des compétitions internationales. Thomas, j'espère te revoir du coup en fin de semaine. Pour, bien sûr. Évidemment, on sera là. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis et puis ciao à tous. Ciao à tous, vous avez entendu Mathieu sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et vous pouvez même nous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast ainsi que nous envoyer des mails ou des commentaires. On essaiera d'y répondre et de les lire pour s'améliorer pour les prochains épisodes. Ciao à tous. Ciao.